Dans la séance de questions, j'avais pensé que vous vouliez un peu nous parler de l'histoire de votre livre. Bon, bah, j'avais juste fait une petite synthèse là-dessus. On a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps. Oui, d'accord. Oui, alors, ce que je peux vous dire, c'est que je me suis rendu compte, Reine d'Afrique et Ruine de la diaspora noire a été très bien accueillie, a eu vraiment du succès parce que c'est la première fois qu'on relisait des pages déjà de l'histoire africaine à travers des femmes qui s'y sont distinguées. Et d'autre part, alors qu'on nous a toujours enseigné une histoire d'une Afrique complètement figée, un espèce de monde de sauvagerie où enfin l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, donc je ne vous rappelle pas tout ça. Voilà, et moi je viens avec mon petit livre où je montre des sociétés dynamiques, je montre des gens qui travaillent, qui se nourrissent, qui produisent, qui font du commerce, parce que, bon, par exemple, dans le texte sur l'Égypte, Néfertiti d'Égypte, je montre les relations commerciales très très anciennes entre l'Égypte ancienne et le Mali, par exemple, et l'Empire du Mali, et même au-delà du continent africain, vers l'Inde, vers la Chine, hein, des produits, ou des esclaves aussi, africains qui allaient, et tous ces colporteurs africains qui transportaient ces produits d'une région à l'autre en traversant des déserts et courageusement. Donc on voit une vie, on voit que ça bouge et on voit que ce continent n'était pas figé. Donc je pense que ça a dû déranger certains esprits conservateurs, qui ont peut-être eu peur. Si le livre était resté confiné peut-être dans une bibliothèque universitaire, c'était pas mon ambition. Mon ambition c'était de m'adresser au grand public et aussi beaucoup aux jeunes. Et donc il y a un éditeur allemand du nom de Peter, une maison d'édition allemande, Peter Hammer Verlag, qui a contacté mon éditeur français pour faire une traduction allemande de ce livre. Bon, je l'ai su bien après. Et donc ils ont discuté et plus d'un an après, et mon éditeur m'en a parlé et il m'a dit si ça se fait, si on s'entend, on fait un contrat, je reviendrai vers vous pour vous informer. Donc j'ai plus entendu rien du tout et plusieurs mois après, je reçois un message de mon éditeur qui me dit que mon éditeur français me dit l'éditeur allemand veut supprimer de sa traduction deux portraits de résistantes à l'esclavage parce que ça n'intéresse pas le public allemand. Donc c'était Harriet Tubman et la mulâtresse Solitude. Alors j'ai dit, bon, moi j'ai pas fait un livre pour répondre aux préjugés de public particulier. Mon livre c'est un tout, c'est une contribution scientifique, historique, et je refuse d'une part. Et d'autre part, j'exige de pouvoir contrôler cette traduction, si jamais elle se fait, parce que j'étais toujours pas au courant qu'il y avait un contrat, si jamais elle se fait, de pouvoir la faire contrôler, parce que moi je ne parle pas ni comprends l'allemand, mais le faire contrôler par quelqu'un pour savoir si elle correspond à mon texte. Donc j'ai plus de nouvelles. Et bien quelques mois après, au mois de novembre 2006, j'étais en train de regarder sur internet des recensions de mon livre, et je tombe sur mon nom dans du texte allemand, donc je dis bah c'est moi, et je regarde et ils annonçaient, donc en allant dans le dictionnaire machin Google, ils annonçaient la sortie donc de la traduction allemande de mon livre,
Voilà, et donc Contrefaçon Fälschung, c'est après je vais vous expliquer, il y a eu un mouvement de boycott, et donc ils ont utilisé ça, ils ont mis Contrefaçon sur la couverture du livre allemand. Et donc j'apprends que non seulement mon livre a été traduit, mais qu'il est en pré-vente chez l'éditeur et sur Amazon. Alors le lendemain, j'appelle mon éditeur qui dit « Ah non, je ne suis pas au courant, ils ne vous ont pas envoyé le texte à vérifier ?» Je dis « Non. » « Ah, on va vous l'envoyer. » Et je le reçois 3 jours avant la date présumée de cette sortie. Alors le temps que je trouve qu'elle, je lui dis, bon, je vais chercher un germanophone pour m'expliquer ce qu'il y a dedans et je reviens vers vous. Donc vous ne faites rien. Et donc le temps que je cherche quelqu'un, donc c'était fin novembre, c'est début janvier, puisqu'il y a eu tout le mois de décembre vacances en France, donc solliciter personne, en décembre. Donc en janvier, je trouve une dame qui est allemande, professeure, elle exerce en France depuis plus de 25 ans, et qui accepte de m'aider, voilà, et je lui envoie donc cette épreuve, plus mon livre, pour qu'elle puisse traduire et voir. Et entre-temps, peut-être 2 jours après, je reçois l'appel d'une journaliste allemande qui veut une interview. Et je lui dis, mais problème bien, mais votre livre il est sorti, il y a plein de promotions, pas à la télé, à la radio, partout, je tombe des nues. Alors là, cette dame commence à traduire mon livre et après elle m'appelle, je vais la voir. Et elle m'accueille les larmes aux yeux. Et elle me dit, écoutez, j'ai lu votre livre, j'ai vraiment admiré, j'ai appris beaucoup de choses et cette écriture m'a vraiment transportée. Mais j'ai honte de ce que mon pays a fait avec votre œuvre. Ils ont saboté votre travail. Et elle a commencé à me lire, mais elle avait les larmes aux yeux. Et elle a commencé à me lire et ces gens ont complètement falsifié l'intérieur de l'ouvrage. Il y a plus de 400 paragraphes qui ont été supprimés. À la place, ils ont mis des clichés racistes où les Noirs sont des cannibales. Ils ont ridiculisé les grandes figures africaines dont je parle. Partout, on parlait de résistance, de commerce, d'autonomie de ces peuples africains. Tout ça, ça disparaissait. Et donc, plus leurs idées, où on voyait une Afrique de sauvagerie qui recommençait. Et ça a été publié sous mon nom, hein, parce que vous voyez, Sylvia Cerba. Et j'apprends aussi que ça a soulevé une grosse polémique dans la communauté afro-germanique en disant comment une intellectuelle noire peut publier un ouvrage aussi dénigrant pour nous. Et voilà. Donc je décide, je cherche un avocat parce qu'il y a des lois qui existent, loi sur la propriété intellectuelle, qui interdisent de modifier même une ligne d'un texte sans l'accord écrit de l'auteur. Et il y a là aussi une loi sur comment s'appelle, la protection morale, je sais plus, et donc et mon avocat me dit, mais comment ça s'appelle, les violations de la loi sont telles qu'il n'y a aucun problème, vous allez gagner, ça va aller très vite. Mon Dieu. Donc ça a duré 4 ans et j'ai été systématiquement déboutée par la justice française. Sur le contrat avec les Allemands, entre l'éditeur allemand et l'éditeur français, mon nom n'apparaissait même pas, donc je ne pouvais même pas envisager une action en Allemagne, de toute façon j'aurais pas eu les moyens. Et donc tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ça, c'était pas le problème des juges français, qui ont considéré que ce n'était que du détail, la contrefaçon, c'est l'histoire de l'Afrique, donc voilà. Et ils ont donc produit une jurisprudence discriminatoire qui me dégoûtait et qui m'a même condamné à payer les frais de justice des éditeurs délictueux, alors que je bénéficiais, puisque ça me coûtait très cher, de l'aide juridictionnelle pour pouvoir payer mes frais de justice. Donc c'est vous dire. Donc après, on a essayé d'aller en cassation. On redemande l'aide juridictionnelle et le bureau d'aide me répond que j'ai droit à cette aide, que je remplis toutes les conditions, mais qu'ils estiment qu'ils ne vont pas me la donner parce qu'ils ne voient pas pourquoi je conteste la décision de la Cour d'appel. Or, la cassation, c'est qu'on conteste la décision de la Cour d'appel. Donc mon avocat était vraiment écœuré, il me dit qu'il n'a jamais vu faire ça en 35 ans de métier. Et donc voilà, je n'avais plus du tout de possibilités. Et ensuite, je rencontre une avocate du barreau de Bruxelles qui avait entendu parler de cette affaire et qui m'a dit qu'elle était choquée par le traitement discriminatoire qui avait été fait contre ce livre. Et elle m'a proposé de porter l'affaire au niveau de la Cour européenne. Alors, on a fait un dossier et quelques temps après, première victoire, me dit-elle,
la Cour accepte, a trouvé c'était tellement choquant qu'elle accepte d'instruire le dossier, et c'est là où elle m'apprend que seuls 20% des dossiers qui sont transmis à la Cour sont pris en compte. Donc pour nous, j'espérais être établie dans mes droits. Elle m'a dit que ça va durer à peu près 3 ans. Au bout de presque 4 ans, je m'inquiète, je l'appelle, elle me dit « Ah mais je crois qu'il y a un problème, je reviens vers vous ». Je me renseigne à nouveau et elle me dit « La Cour a perdu votre dossier, il est égaré ». Alors j'ai trouvé que ça faisait beaucoup pour un petit livre comme ça. Voilà, donc après, impossible de mettre la main sur elle. Elle voyageait beaucoup et tout, mais bon, elle m'avait quand même remobilisée, je lui en veux pas. Peut-être qu'elle s'est fait taper sur... Je sais pas ce qui s'est passé. Donc côté justice, j'ai compris, j'ai laissé tomber. Et voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu parler, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'au XXe siècle, enfin 21e maintenant, 21e siècle, une œuvre de l'esprit puisse être censurée comme ça, avec le soutien de la justice, pour empêcher un auteur de vouloir se réapproprier son histoire, et pour apporter une autre grille de lecture qu'une histoire souvent raciste, tendancieuse, qu'on a forgée sur nous pendant des générations. Donc voilà, j'ai voulu vous raconter ça. Et dernière petite chose, comme qu'on n'a vraiment droit à rien, il y a 3 ans, parce que ce livre a été publié en fin 2004, a été réédité plusieurs fois, j'ai des lecteurs qui m'alertent sur Internet qu'il y a un autre livre qui porte mon nom, qui est sorti. Je me renseigne, c'est un journaliste français qui a décidé de prendre la moitié du titre de mon livre, Reine d'Afrique, pour écrire un pamphlet ridiculisant les premières dames africaines, les épouses africaines de chefs d'État africains, alors que les françaises, parce qu'il y en a qui sont mariées à des françaises, sont parées de toutes les vertus. Donc je rappelle mon éditeur, ah ben non, il a le droit, il peut faire ce qu'il veut. Donc on peut vous voler, vous piller, faire tout, on n'a aucun droit, apparemment, dans un pays des droits de l'homme et dans un état de droit. Voilà, tous les jours sur votre disposition. L'auditoire pour vous dire que Sylvia Servin sera au Salon du Livre le 27 avril à 17h. Génial. Peut-être qu'elle Voilà. Je voulais juste encore ajouter sur ce que venait de dire Madame Servan au sujet de son livre et de l'éditeur allemand, parce qu'on a l'impression que ce n'est que sa version qu'on est en train d'entendre. Mais moi, j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombée en fait sur une interview de l'avocat de CEPIA, de l'éditeur français, et l'avocat a reconnu que des paragraphes, c'est-à-dire l'avocat qui défend la partie adverse, a reconnu que des paragraphes entiers de son livre avaient été enlevés et qu'il y avait eu une réinterprétation de son discours et de ses mots. Et le journaliste lui a demandé « Mais comment vous expliquez ça ?» Alors il a dit que la traductrice avait vécu, une Allemande, avait vécu en Afrique pendant un certain temps. Donc elle a voulu mettre un peu de l'esprit de ce qu'elle avait vécu en Afrique. Donc c'est l'explication qu'ils ont donnée devant les juges, et c'est cette explication-là que les juges ont entendue. Ça, voilà. Elle le dit maintenant, mais je vais assister à toutes les audiences. Pendant les 3 ans et 6 mois, les Allemands ont juré que le livre était exactement la même chose que ce qu'il y avait écrit. Et c'est dans la dernière audience du procès, tout à la fin, ils ont dit qu'ils ont fait une adaptation sans donner d'explication. Donc, mais sinon, ils m'ont fait passer pour une menteuse. Non, pas, et pourtant les juges j'avais fait traduire de l'allemand vers le français pour qu'ils se rendent compte. Et à l'audience d'appel, le président il a pris la peine de lire, parce que les autres, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Il a dit, mais on voit qu'il y a des distorsions, on voit que les textes ne sont pas les mêmes et tout, mais dans le jugement, pas un mot là-dessus. Voilà. Donc ils se sont expliqués après le jugement. Oui, mais ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais voilà. Ils ont toujours juré que c'était exactement, la traduction était fidèle et de mon livre. Et que c'est moi qui disais que les Africains étaient des cannibales. Donc voilà, ça arrive dans des états de droit. Alors on va passer aux questions du public. Donc je vous écoute s'il y a des gens qui ont des choses.
Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup. En fait, moi, la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est que j'ai reçu un message sur Facebook avec une vidéo, en fait, qui racontait, enfin, c'est vous qui racontez, en fait, votre histoire, etc. Donc, avec beaucoup d'énergie, j'ai transmis à l'ensemble de mes amis afro-descendants, etc. Et donc, voilà, je me disais, mais effectivement, donc j'étais outrée, etc. Je crois que l'information a bien été relayée. J'avais cru quand même, j'avais espéré quand même qu'on aurait pu aboutir à une solution plus heureuse que celle qui est, voilà, que celle dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Est-ce que vous avez décidé de baisser les bras ou est-ce que vous pensez peut-être prendre un peu de vigueur avec d'autres activités, puis ensuite peut-être essayer de, voilà, de poursuivre le combat pour que vos droits soient respectés? Enfin, si c'est au niveau judiciaire, je pense que je ne me fais pas d'illusions. Mais ce qui est important dans toute cette affaire, c'est que j'ai quand même réussi à récupérer parce que quand je suis allée dans cette procédure, je demandais la résiliation des contrats d'édition. Ce qui m'a été refusé, alors qu'on n'avait plus aucune raison de continuer, il n'y avait plus de confiance ni rien. C'est ça. Les juges ont refusé. Parce que visiblement, les éditeurs tenaient à garder le contrôle sur ce livre. Donc, ils ont refusé la résiliation des contrats d'édition. J'avais demandé que l'éditeur allemand reconnaisse officiellement que c'était une contrefaçon et informe son public. Ça aussi, on me l'avait refusé. Donc, il n'y avait rien à faire. Mais ce que j'ai pu obtenir il n'y a même pas un an, c'est grâce à un organisme en France qui s'appelle la Société des gens de lettres, et qui vient en soutien à des auteurs de l'écrit et qui les forme ou les conseille dans plusieurs domaines. Et ils ont un service juridique qui est très compétent et qui a les moyens d'aller en justice à côté des auteurs. Parce que s'engager dans une procédure comme ça, quand vous êtes pilonné chaque fois, c'est vraiment traumatisant. En plus, vous recevez des menaces. Pendant des années, je n'en ai pas beaucoup parlé. Cette vidéo, c'est un journaliste qui est venu des États-Unis qui l'a faite et qui m'a demandé, il m'a dit, madame, faites-moi confiance. Je la mets sur YouTube. Moi, j'avais peur, je ne voulais. Il m'a dit, faites-moi confiance. Comme ça, ils ne pourront plus continuer à vous impressionner et à vous pilonner comme ça. Donc c'est comme ça qu'il a fait cette courte vidéo et qui continue à circuler. Ça s'est passé en 2011 quand j'ai appris que je n'irais pas en cassation. Bon, ensuite, la Société des gens de lettres a fait pression sur mon éditeur pour que je récupère mon contrat. Parce que dans l'intervalle, comme après toutes ces... En plus, je ne l'ai pas dit, mais il ne payait pas du tout mes droits d'auteur. Donc tout ce qu'il a gagné, c'était pour lui. En plus, quand il a eu les jugements qui m'ont débouté, alors là, il a considéré que même le fruit de mon travail lui revenait intégralement. Donc voilà, c'est vous dire que c'est même pas... ça m'a rien rapporté. Et donc la Société des gens de lettres a accepté de m'accompagner, a fait pression sur lui en le menaçant d'un procès, mais cette fois, eux, ils connaissent les lois sur la propriété intellectuelle. Moi, on a pu m'éjecter facilement, mais cet organisme-là, les juges n'auraient pas pu. Donc, j'ai pu retrouvé la rétrocession de mon contrat d'édition, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de le confier à un autre jeune éditeur, parce qu'évidemment, en France, même s'il a eu du succès, aucune maison ne voulait le prendre, ils avaient tous peur. Donc, je ne sais pas s'ils ont eu des pressions ou quoi, j'en sais rien. Et c'est une jeune maison d'édition, donc c'est un libraire en fait qui vend beaucoup de livres sur l'Afrique, des contenus un peu afro, et qui a toujours défendu ce livre. Et il m'a dit, madame, confiez-le-moi. Alors j'ai dit, bon, puis comme beaucoup de gens me le demandent, parce que c'est vrai, je fais des conférences un peu partout, et je me suis dit, je ne peux pas le laisser comme ça. Mais alors vous êtes mieux protégé quand même, cette fois-ci. Enfin, j'espère. On a fait un contrat, le livre sort le mois prochain, on verra. Et donc, dans la nouvelle version qui est enrichie, parce que du coup, j'ai continué à travailler sur certains portraits, j'ai rajouté des informations que je n'avais pas il y a une dizaine d'années. Donc il est enrichi sur certains portraits et je fais une synthèse de toute cette affaire de contrefaçon et le récit du procès et tout ça, donc ce qui permettra à tous les gens qui me soutenaient, qui me demandaient comment ça se passe, mais je n'osais pas trop en parler
de peur, parce que j'ai vraiment eu des menaces, hein, si vous osez en parler, je vais demander au juge de vous prendre votre maison, de vous mettre à la rue, hein, c'était vraiment des menaces comme ça. Donc là, ils auront toutes les informations, ils sauront... mais sur la justice, non, je ne vais pas perdre 1 euro là-dessus, c'est terminé. Donc c'est ce livre dont on vous a parlé en fait hein, au début, pour les préventes, il faut aller oui, donc ceux qui veulent l'avoir parmi les premiers, hein, sinon. Donc si vous l'achetez à la librairie Payot, mettez vos noms, enfin, si vous voulez des dédicaces, vous mettez tout ce que vous voulez et j'irai le dédicacer chez l'éditeur avant qu'il l'expédie. Voilà. Je veux dire que c'était un tout petit peu prémonitoire parce que finalement, vous écrivez un livre sur des résistants qui ont dû se battre pour faire reconnaître leurs droits. Il aurait pu y avoir un chapitre entier sur vous-même, sur votre histoire. Non mais la réédition représente pour moi un acte de résistance. Ça vraiment, je peux vous le dire. Alors, parce que je ne sais pas, quand il sortira et qu'ils verront que j'ai osé parler de ça, je ne sais pas si... Alors on espère que d'autres jeunes écrivaines prendront la relève et feront un livre sur elle. Alors est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. En anglais, c'est prévu qu'il soit traduit? Ben, on me le demande depuis le début, hein, depuis des années. Mon éditeur français avait toujours refusé. Je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai eu un contact pendant que j'étais au Canada avec une universitaire qui est aux États-Unis, qui travaille à l'université de Caroline du Nord et qui avait adoré le livre et qui m'a dit qu'elle l'enseigne à ses élèves dans son programme de Gender Studies. Et elle m'a demandé si elle peut le traduire. Je lui ai dit oui tout de suite et donc on verra ce que ça va donner. Voilà. Donc... Oui. Oui. Moi, ah oui, pardon. Déjà, merci pour les livres. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir acheter le livre, je pense, avant que vous ayez eu tous les délais avec la justice. Donc, du coup, après coup, j'ai su tous les soucis qu'il y avait eu, du coup, en même temps, j'étais triste pour toutes les autres personnes qui, du coup, après, n'ont pas pu se procurer le livre. Et moi, j'ai juste une question toute simple par rapport aux traductions. Parce qu'en fait, quand un auteur publie un livre, au niveau de la traduction, en fait, il n'y a pas un espèce de contrôle pour s'assurer de l'objectivité. Parce qu'au final, l'éditeur fait confiance au traducteur. Enfin, je ne sais pas trop comment... Mais je pense que c'était malveillant. Parce que, c'est-à-dire l'attitude des éditeurs, au moment, quand j'ai voulu aller en justice, leur attitude... Parce qu'ils auraient pu dire, bon, ça a été mal traduit, on le sort du marché, on va retravailler ça. Ou... Non, et mon éditeur... Oui, mais ils me l'ont refusé en fait. Ils l'ont sorti avant que je puisse le contrôler. On aurait voulu le faire dans mon dos, on n'aurait pas fait différemment. Il y a une traduction espagnole qui est sortie au mois d'octobre dernier. Mais bon, j'ai de la chance de maîtriser l'espagnol. Bon, j'ai contrôlé, mais à la virgule près, et j'ai travaillé avec la traductrice. Elle m'envoyait ses textes, et je me battais pied à pied quand j'essayais de lui faire comprendre ce que je voulais dire et non pas ce qu'elle estimait que. Et voilà, et puis ça s'est passé comme ça. Donc j'étais prête à faire, pour les Allemands, de toutes les façons, dès le départ, ça s'est fait de façon cachée. Donc je pense que c'était vraiment délibéré. Hein, et bon, sachant ce que ce pays a laissé dans l'histoire, il y a encore des gens qui sont peut-être férus de suprématie blanche et qui ça les dérange de voir qu'on montre... Des peuples considérés comme inférieurs, qui ont le sens de la liberté, de la résistance et voilà, et de l'autonomie. Donc je pense que c'était vraiment volontaire. Hein. Vous avez osé. J'avais une question, s'il vous plaît. Oui. Mais je ne pensais pas que ça allait. Et à quand une tournée africaine, en espérant qu'on ne vous réserve pas le même sort que Kémy Séba, c'est-à-dire qu'on vous renvoie. Il y avait le problème du franc CFA, et j'aimerais que vous fassiez une tournée africaine. Ben, il y a des pays où je suis déjà allée, et j'attends que vous m'invitiez. Je réponds présente. Oui, non, mais oui, bien sûr. Si vous arrivez
à convaincre donc des gens de la culture, bon, ce sera avec grand plaisir. Très bien, mais je vous laisserai mes coordonnées. D'accord. Je vous contacterai par email. Merci. Merci à vous, madame. On va prendre une ou deux dernières questions. Oui, Awa. J'étais particulièrement émue parce que vous avez raconté une histoire de mon histoire, de ces femmes peules. Alors je voudrais rétablir à tout le monde, en Mauritanie, il n'y a pas que des morts, il y a des peuls, il y a des voleurs, Mais il y a les nards, je parlais des nards de Mauritanie. voilà, les nards qui se prétendent être arabes, qui sont que 13% et qui dominent tout le monde. Et cette histoire que vous avez racontée, c'est une histoire que dans ma famille on raconte, ça m'a presque donné les larmes aux yeux de l'entendre comme ça. Et c'est-à-dire que maintenant, à cause de cette histoire des razzias qu'on faisait, qui a fait que tous les peuples autochtones ont fui et puis qui sont partis de l'autre côté du fleuve, fait que maintenant, aujourd'hui, les gens se disent que nous, on n'est pas mauritaniens. Oui, c'est ça. Et voilà, ça m'a particulièrement donné des larmes aux yeux. Et ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que les femmes noires ont fait pour Dieu? Vraiment, qu'est-ce qu'on... Que ce soit partout, que ce soit le christianisme, l'islam, toutes les règles, on a fait quoi? Double peine. Oui, pourquoi? Mais aujourd'hui, là j'ai pas eu de contestation, mais quelquefois, quand vous dites ça, il y a des gens, ils disent rien quand je dis la colonisation et la christianisation, mais quand je dis l'islam, ah non, non, vous auriez pour les traditionnistes qui ont dit ça ne connaissent rien, il fallait interroger des deux. Donc tout de suite je me fais attaquer là-dessus. Non, au contraire, l'islam a libéré la femme, tout et tout. Je dis peut-être qu'aujourd'hui il a libéré des femmes que vous connaissez, mais dans le passé vous ne pouvez pas dire qu'on leur a donné un certain nombre de dictates. Vous n'étiez pas là au XIVe siècle en disant on ne parle plus des femmes qui étaient dans le pouvoir, c'est pas possible. Donc voilà. Moi je ne porte pas de jugement, j'observe et je sais. Oui. Voilà, bonsoir madame. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir en même temps que je suis ici, parce que je l'ai su à 16h. Il y avait une conférence ici. C'est comme ça que j'ai quitté au travail et je me suis démenée pour venir, parce que vous êtes en quelque sorte notre porte-voix quelque part. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes édité en Afrique, dans les écoles? Elle est toute simple ma question. Ben, c'est ça la difficulté, c'est que les résistances, bon, mais elles ne sont pas aussi méchantes. Hein. Dans nos pays, le problème c'est que l'écriture de l'histoire est encore faite en France. Hein. Donc ce sont des marchés captifs, ce sont des inspecteurs d'académie français qui contrôlent. Et donc même s'il y a des ministres, parce que j'en ai rencontré, à des fois j'étais invitée il y a 3 ans au Zimbabwe à une conférence invitée par l'UNESCO d'ailleurs, où il y avait des historiens de plusieurs pays africains pour savoir comment utiliser dans les programmes scolaires l'histoire générale de l'Afrique qui a été faite par l'UNESCO. Et j'ai contribué d'ailleurs à un chapitre là-dessus, il y a quelques années. Donc, voilà, ils ont des accords. C'est rare les pays qui décident d'eux-mêmes de dire non, on va parler de nos personnages à nous. Moi, j'ai eu la chance, enfant, du temps du président Senghor. Lui, il a exigé qu'on mette dans nos programmes, on parle des grands royaumes de l'Afrique et tout ça, mais dans les autres pays, c'était nos ancêtres les Gaulois. Donc voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, mais ils donnent une vision, ils ne mettent pas du tout en avant cette histoire de l'Afrique avec sa dynamique interne et avec tout ce qu'elle a pu laisser dans le passé et toutes les contributions qu'elle a pu faire à la civilisation de l'humanité. Donc voilà. Alors eux, ils vous disent oui, c'est intéressant, mais jamais ils vont se... je suis allée... Bon, en Angola, il y a un historien qui m'a dit, un universitaire qui m'a dit, quand on nous a présenté,
Il dit, ah, c'est vous là, la fauteuse de troupe. Maintenant, tous mes étudiants veulent faire des mémoires sur les femmes dans l'histoire à cause de vous. Donc, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas résistance aussi des hommes? Bah oui, oui, je pense. Bah oui. Il y a un grand machisme dans le monde intellectuel et bon, voilà. Donc c'est pour ça que vous, si vous avez la possibilité avec un travail comme ça, de l'enseigner à vos enfants, de leur faire découvrir. Je crois que c'est ça, hein, c'est nous les mamans, on prend le livre, on le fait découvrir à nos enfants et on essaie de transmettre comme ça, parce qu'ils ont le droit, heureusement, d'avoir des lectures autres que ce qu'on leur donne comme document pédagogique, et ça leur permet. Et d'ailleurs, j'avais rencontré des enfants du primaire, c'est une association à Paris qui m'avait invitée. Et il y avait une petite, bon c'était tous des enfants soit africains, soit afro-descendants et tout. Et sa maman lui racontait tous les soirs des histoires à partir de Reine d'Afrique qu'elle avait beaucoup aimées. Et c'était à l'époque de... Quand est-ce qu'on fête les rois? Je ne sais plus. Après Noël, voilà, à Chandeleur. Et donc dans son école, on avait fait un exercice où il fallait dessiner des princesses et des reines. Et elle avait dessiné sa petite reine et elle avait colorié en marron. Et la maîtresse lui a dit, mais d'où tu sors ça? Pourquoi tu l'as coloré en marron? Elle dit non, mais il y a eu des reines en Afrique, il y a des reines qui sont noires et il y a des femmes qui se sont battues, des femmes noires qui se sont battues. Et la maîtresse a fait tous les enfants de la classe se moquer d'elle, l'enfant en larmes, et elle ne voulait même plus retourner à l'école. Et se moquer, oui, c'est faux, d'où tu as vu une femme noire être une reine et tout, tu racontes n'importe quoi. Donc c'est pour vous dire, c'est un long combat. Et donc la mère est retournée engueuler la maîtresse le lendemain, mais l'enfant était traumatisé et les autres petits se moquaient d'elle. Donc c'est vous dire, c'est pas simple. Même dans nos propres, il y a des résistances partout. Il y a des résistances partout. C'est comme ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de l'Afrique du Sud, par exemple. Lorsqu'ils accèdent à la liberté, la première chose que l'ANC fait, oui, c'est de faire oublier les femmes. Hein. Oui. Voilà, donc ils se mettent en avant. Voilà, nous les femmes noires, on a double peine. Noires, tout ça. Voilà. Une dernière question peut-être. Il y a deux. Alors il y a monsieur qui attendait, puis madame Diallo. Oui. Non, mais après ce sera vous, hein, parce que c'est le seul monsieur qui s'y intéresse. Voilà, c'est juste une précision par rapport à l'annonce de la présence de madame Sylvia Serbin au Salon du Livre, le Salon africain, parce que Espace Afrique International, que je préside, a fait inviter dans le débat, puisque la thématique générale au sein du Salon africain du livre, c'est les Amazones. Les femmes seront vraiment à l'honneur. Et j'aurais souhaité dire encore une fois, elle-même, elle ne le sait pas. On vient de me le confirmer, mais elle va l'avoir par email. Elle est invitée le 27 avril à 17h. On sera là. Et deuxièmement, j'aimerais bien te demander, Sylvia, dans le prolongement de ces reines d'Afrique, tu sais, il y a ce qu'on peut appeler aussi les mères des indépendances africaines. On parle souvent des pères, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, Gamal Abdel Nasser, etc. Mais où sont les femmes? Il y avait eu des femmes porteuses de pancartes qui réclamaient la libération et les indépendances de l'Afrique. Je peux citer Rose Bass du Sénégal, Gertrude Mongela donc de l'Ouganda, Awa Keita du Mali, etc., etc. Donc il faudrait penser, écrire un prolongement de ces reines et qu'on les appelle les mères des indépendances africaines. Voilà. Mais en fait, pour terminer, ça répond en même temps à la question de madame. En fait, depuis un peu plus d'un an, je suis en train de travailler sur un autre projet de livre sur les résistances féminines dans l'histoire des peuples noirs.
Donc il y a toute cette partie du XXe siècle, des indépendances, bon, j'ai évoqué rapidement dans ma présentation. Et donc je touche le Brésil, l'Afrique, les États-Unis et plus en Europe aussi. Il y a eu, avec les conférences panafricaines, il y a eu des femmes noires. Mais on les a complètement occultées, elles étaient là. Et la tout, négritude. donc, voilà, et même dans la négritude aussi. Oui. Et donc je parle de toutes ces femmes. Et Awa Keïta aussi, que j'aimais beaucoup et que j'ai connue. Elle s'est prévue. Voilà. On va prendre la dernière Monsieur. question. Salut à tout le monde. Ma question c'est la suivante. Quand on voit tous ces femmes qui étaient résistantes, et aussi qu'on avait des résistants aussi, je pense qu'il faut avoir la question qu'on a les notions de notre propre histoire, qu'aujourd'hui je vois par exemple les féministes. Moi dans un parti, je suis pas contre ni à favor. Que moi quand je vois des femmes africaines qui sont battues avant le féminisme qu'on voit aujourd'hui en Europe, il y a beaucoup de femmes noires qui se voient dans les féminismes européens. Des femmes blanches qui se battent, mais ils ne voient pas les femmes noires qui sont battues avant celles européennes. Je pense qu'il doit y avoir une notion d'histoire entre l'homme noir et la femme noire, qu'on a l'équilibre. Comme avant, l'homme et la femme se mettent ensemble pour aller en avant. Je vous pose cette question, comment vous voyez, après nous montrer autant de femmes résistantes, et aujourd'hui les luttes un peu désorganisées, parfois l'homme est contre, la femme est contre, et donc on pouvait être tout ensemble pour amener une seule lutte. Mais en fait, pour moi, le combat, c'est celui du savoir et de l'information. C'est de faire connaître cette histoire et de la faire découvrir, parce que je me rappelle, je reviens à mon exemple à Bamako, dans cette classe où après il y a un gamin qui est venu me dire Madame, quand on vous a entendu, on ne va plus considérer nos sœurs et nos mamans et nos amis comme on les considérait un peu comme en dessous de nous. Mais quand on apprend ça, donc quand un enfant, je ne sais pas à quel âge il avait, 12-13 ans, vous dit ça, vous dites, bon, c'est déjà une première victoire, si déjà il y a une prise de conscience et qu'il se... Mais tout ce passé-là, il faut le faire apprendre, parce que plus on l'étouffe, bon, moi, ce livre, si je ne m'étais pas battue pour le faire reproduire, enfin le faire diffuser à nouveau, il aurait été totalement étouffé, et puis dans 20 ans, on nous aurait dit, ça n'existe pas, ce sont des mythes. Pourquoi j'ai fait ce travail ? Et puis je termine rapidement. Quand j'étais étudiante à Paris, donc j'ai fait des études d'histoire et je me suis spécialisée en histoire de l'Afrique et c'était à l'époque un peu de ce féminisme émergent. Et partout dans le monde, des chercheurs, des écrivains essaient de trouver des personnages féminins à valoriser, et même les concubines de rois, on essaie de leur trouver un rôle un peu héroïque, enfin on leur inventait des choses qu'elles auraient fait, ou voilà. Et il n'y avait aucune femme noire. Et moi, je demandais à mes professeurs, mais comment ça se fait? On parle de certains personnages importants de l'histoire de l'Afrique, et il n'y a jamais de femmes. Et il me dit, mais les femmes noires, elles n'ont eu aucun rôle dans l'histoire. Et si vous avez entendu parler de certains personnages, ce sont des mythes inventés par des populations primitives pour glorifier un peu les femmes. Alors, bon, on ne peut pas répondre à un prof, hein, donc j'étais furieuse, et voilà, mais j'ai rien dit. Et plus tard, quand j'étais journaliste à Radio France, je faisais des recherches dans des archives militaires du 19e siècle, parce que je faisais des émissions historiques et culturelles à la radio, et je tombe sur le compte-rendu d'un officier français à sa hiérarchie parisienne, qui raconte une bataille importante qu'il y a eu au Sénégal, et disant que la résistance était conduite par une reine, par une femme. Et c'est la reine d'Até Yala. Et dans mon enfance, j'en avais entendu parler. Je dis, mais même si les blancs militaires reconnaissent que c'est une femme qui s'est battue, qui dirigeait une armée, donc ça veut dire que ce ne sont pas des mythes. Et ça a été un petit peu le point de départ. Et c'est là où je me suis mis à chercher systématiquement dans les archives ou partout où je pouvais trouver s'il n'y avait pas d'autres exemples comme ça. Sinon on vous dit non, ça n'a pas existé, c'est des inventions et tout. Donc voilà. Donc il faut vraiment se battre pour faire circuler cette histoire et
Bon, puis un jour, quand vous serez au pouvoir, imposez qu'on enseigne ça aux enfants des écoles. Voilà. Voilà, on arrive gentiment à la fin. Voilà, on remercie encore Madame Sylvia Servan pour le livre, pour la présentation. Merci de s'être déplacée. On remercie la librairie Payot, c'est vraiment très gentil de nous accueillir ici aujourd'hui. Encore quelques rappels, inscrivez-vous s'il vous plaît. Si tout le monde qui est là peut déjà aller s'inscrire pour le préachat du livre. Oui, il faut l'acheter. Voilà, il faut le faire déjà pour nous et pour la librairie qui nous accueille aussi. Enfin, pour Madame Serbet, la librairie qui nous accueille aujourd'hui. Il y aura des dédicaces. Double mention pour Fanny. Vraiment, bravo pour avoir organisé. Et n'oubliez pas la cagnotte, donc vous avez deux choses à faire, vous réinscrire et mettre quelque chose dans la cagnotte parce qu'il faut soutenir. Elle fait ça de sa poche, hein, donc voilà, donc il faut quand même lui donner un petit quelque chose pour qu'elle, pas elle, c'est l'association, hein, pour qu'elle puisse aller de l'avant. Et puis quoi d'autre, j'oublie? La virée. Là, il y a une virée juste après, donc voilà. Et puis la newsletter, pour les gens qui sont intéressés par les activités de l'agenda culturel de Fanny, il y a une newsletter, vous devez juste vous inscrire et puis vous aurez des informations de tous les événements qu'elle organise. Voilà. Non, la newsletter concerne tous les événements culturels relatifs à l'Afrique et aux Caraïbes, pas ceux que j'organise. On organise deux par an. Voilà, tout ce que tu mets en avant. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Si. Bravo encore une fois. Real TV.